vient toujours dans la vie d'un croyant un jour où il est confronté à des informations qui suggèrent que la Bible n'est pas fiable, qu'elle n'est pas digne de confiance. Les éléments invoqués pour argumenter ce point de vue sont nombreux. Qu'il s'agisse d'éléments archéologiques, scientifiques, moraux ou tout simplement d'une logique humaine, les coups de boutoir ne viennent pas à manquer. Loin de moi l'idée de penser que notre foi doit se baser sur des arguments techniques, mais il s'avère que bien des gens refusent d'accorder du crédit à la Bible à cause de ces attaques décrédibilisantes. Voilà pourquoi il est important de développer le sujet afin de démontrer que la Bible est un livre qu'il faut prendre au sérieux. Bien évidemment, chacun se doit de faire ses propres recherches. Parmi tous les points d'attaque possibles, il y a l'Ancien Testament et ses récits qui pour beaucoup ne seraient que le fruit de l'imagination de ses auteurs ou bien le fruit de copies de textes plus anciens. C'est pourquoi dans cette émission, ainsi que dans les 3 suivantes, nous allons nous atteler, autant que faire se peut, à ce sujet. Pour mener à bien cette petite étude, il nous faut avoir à l'esprit 2 points. Premièrement, ne mélangeons pas date des événements et date de rédaction des événements. Deuxièmement, ce n'est pas parce que nous n'avons pas une copie de texte aussi vieille que la prétention biblique qu'il faut absolument dater le texte à une époque beaucoup plus récente. Les débats sur l'Ancien Testament se situent principalement sur les premiers récits de cette collection de 39 livres qui composent cet Ancien Testament, c'est-à-dire la création de la terre et de toutes choses, le parcours d'Abraham, de ses descendants, l'exode des Hébreux d'Égypte, la conquête de Canaan, jusqu'au règne des 2 premiers rois d'Israël aux alentours de -1000 avant Jésus-Christ. En effet, après -1000 avant Jésus-Christ, la documentation historique est plus conséquente, alors qu'avant -1000, les choses sont moins documentées. Dans cette émission, analysons l'historicité de l'Exode. Pour beaucoup, cette histoire, en plus d'être un plagiat de mythologie ancienne, ne serait que pure fantaisie. L'archéologie, a priori, révélerait de graves incohérences du texte biblique. Avant d'entrer dans l'aspect technique, il est bon de rappeler que les 5 premiers livres de la Bible sont la fondation même de la Bible, et notamment du Nouveau Testament. La position selon laquelle il serait possible d'accepter le Nouveau Testament tout en rejetant l'Ancien Testament est une doctrine désastreuse, car le Nouveau Testament ne vaut plus rien si l'Ancien Testament se révèle être un ensemble de fables et d'enseignements moraux. Selon certains spécialistes, le récit de l'exode du peuple d'Israël tiendrait du mythe, car selon eux, ce récit se situerait dans les années 1230 avant Jésus-Christ et il n'y aurait pas d'informations parlant des Hébreux à ce moment-là. Pourtant, une erreur est commise dans la datation de cet événement. Les détracteurs de l'Exode se basent sur le fait qu'il est mentionné dans le chapitre 1 au verset 11 du livre de l'Exode, la ville entrepôt construite pour Pi-Ramsès par les Hébreux. Comme Ramsès II a laissé son nom à la ville et qu'il est mort en 1213 avant Jésus-Christ, les chercheurs datent l'Exode en 1230 avant Jésus-Christ. Mais vu qu'aucun élément ne permet d'attester la présence d'esclaves hébreux dans cette période-ci, la véracité du récit est mise à mal. De plus, la conquête des villes de Canaan, supposée avoir été menée par les Israélites 40 ans après l'Exode, semble contredire le récit biblique, car les archéologues démontrent qu'aucune conquête n'a eu lieu à ce moment-là, et d'ailleurs que certaines villes en question n'étaient même plus peuplées. Mais remettons les choses à leur place et nous serons en mesure de dire Eureka. Il existe beaucoup d'éléments sur l'Égypte, mais ils ne sont pas pris en compte du fait qu'ils datent d'une époque précédant Ramsès II. Cela est d'une importance capitale, car le premier livre des rois indique que l'Exode a eu lieu 480 années avant la 4e année du règne de Salomon, 2e roi d'Israël et fils de David. Nous savons que Salomon fut intronisé en 970 avant Jésus-Christ, ce qui ramène donc le récit de l'Exode vers 1440 avant Jésus-Christ,
et non 1230. Aussi, la fameuse conquête de Canaan, qui a eu lieu 40 ans plus tard, intervient donc aux alentours des années 1400 avant Jésus-Christ et non 1200. Que se passe-t-il si nous faisons confiance à la Bible et que nous regardons ce que l'archéologie nous dit au sujet de cette période de 1400 avant Jésus-Christ? Ici, il ne s'agit pas de faire de la théologie, et il est évident que nous ne disposons pas de caméras ayant filmé Moïse et les siens traverser la mer Rouge, pas plus que nous avons la photo de Dieu en train de créer le monde. Il s'agit juste de regarder pragmatiquement ce que nous dit le terrain. Eh bien, sachez que nous trouvons des éléments confortants, notamment à Jéricho, une ville de Canaan que les Israélites ont conquis selon le récit biblique. En effet, dans la partie la plus récente de Jéricho, qui correspond à 1230 avant Jésus-Christ, nous n'y trouvons aucune trace de destruction. Par contre, dans la partie la plus ancienne, correspondant à la prétention biblique d'environ 1400 ans avant Jésus-Christ, nous trouvons une muraille détruite et des sols noircis par le feu, prouvant qu'effectivement la ville avait été incendiée et conquise. Et le constat est le même pour les autres villes de Canaan, telles que Gabaon, Hébron, Lachish, Harad, Horma et Hadzor. D'abord considérées comme abandonnées au regard des parties récentes de la ville, mais reconsidérées comme conquises dans ses parties les plus anciennes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les restes des autres villes de Canaan, telles que Megiddo, Gézer et Beth-Shean, ne montrent aucune trace de conquête, ce qui corrobore le récit du livre des Juges, qui relate que ces trois villes en particulier n'avaient pas été conquises par les Israélites. Les découvertes sur le terrain ne sont pas contradictoires. Au contraire, là où la Bible dit qu'il y a eu destruction, il y a bel et bien destruction. Là où la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de destruction, nous constatons en effet qu'il n'y a pas eu de destruction. Mais revenons à Ramsès II. Pourquoi le texte parle-t-il d'une ville entrepôt construite par les Hébreux du nom de Pi-Ramsès, cette date ayant rivé les yeux de tous les chercheurs sur la période où régna ce monarque, soit 200 ans après la date biblique. Il apparaît que l'emploi du nom Pi-Ramsès pour désigner la ville entrepôt construite par les Hébreux est d'ordre géographique. Les auteurs bibliques ayant écrit, ou du moins mis à jour, les noms des lieux géographiques quelques siècles plus tard, ont juste fait mention du nom qu'avait la ville au moment où ils écrivirent ou mirent à jour le récit. Cette thèse est confirmée dans Genèse chapitre 47 et verset 11, où le nom de Ramsès est utilisé pour décrire la région du delta dans laquelle le patriarche Jacob et ses fils se sont établis. Il est évident que la Genèse sépare de centaines d'années l'époque de l'Exode et celle de Jacob. Par conséquent, la mention de Ramsès est uniquement d'ordre géographique. L'auteur ne peut pas vouloir dire que les deux époques ont connu le même roi. Le but de l'auteur est d'indiquer la région aux Israélites qui liraient le livre en employant le nom contemporain de la ville. D'ailleurs, il y a des preuves de construction sur le site de Ramsès qui correspondent à une période antérieure au règne de Ramsès II. Encore une fois, il faut faire attention et ne pas mélanger date des événements et date de rédaction. Dans ce cas-ci, nous voyons tout au plus que l'auteur de l'Exode a pu rapporter des événements qui se sont produits 200 ans avant lui. Cet auteur, en plus de la tradition orale, avait probablement des éléments écrits sur lesquels il pouvait se baser. Une autre explication possible consisterait à dire que la ville de Pi-Ramsès fait référence à un autre Ramsès que Ramsès II. Cela est plausible du fait que le nom Ramsès apparaît de nombreuses fois dans des époques antérieures à Ramsès II. Et même si ce n'était pas le cas, il apparaît acceptable de dire que le texte, s'il fut rédigé au temps de Moïse, aurait pu être mis à jour par ses successeurs pour une meilleure compréhension des éléments géographiques. Autre point important, les fouilles de l'antique cité d'El Laoun révèlent la présence d'esclaves provenant de la région palestinienne dès la 12e dynastie des pharaons d'Égypte, soit la période précédant l'Exode où la Bible révèle la situation d'esclavage qu'endurent les Hébreux. Les esclaves de l'antique cité d'El Laoun auraient été utilisés pour la construction des pyramides comme celle de Sésostris II. Un autre élément déterminant découvert fut le fait que ces esclaves disparurent soudainement. En effet, tout un tas d'objets quotidiens furent laissés dans les maisons, ce qui écarte l'hypothèse d'un départ préparé. Cela coïncide au récit biblique de l'Exode
qui indique que les Hébreux ont dû tout laisser et partir en pleine nuit. Autre découverte, des grandes boîtes en bois en dessous des maisons d'El Laoun, et ces boîtes contenaient des restes de bébés âgés de quelques mois. Il s'avère que le livre de l'Exode nous relate l'ordre du Pharaon ordonnant aux sages-femmes d'exécuter tous les bébés mâles hébreux. Mais les sages-femmes ne le firent pas, et lorsque Pharaon s'en rendit compte, il demanda à tous les Égyptiens de prendre les bébés hébreux et de les jeter dans le Nil. Il est donc concevable que des bébés aient été effectivement tués et mis dans des boîtes sous les planchers de leur maison. Autre point, cette région d'Égypte, qui révèle la présence d'esclaves, le Fayoum, avait été une ancienne zone marécageuse asséchée par de grands travaux sous Sésostris III, ce qui en avait fait une région très fertile. Ce fait, déjà évoqué par Hérodote, a été confirmé au Moyen-Âge par le géographe égyptien Al-Makrissi, qui indique que Joseph fut chargé par le pharaon d'assécher le Fayoum. Cet assèchement avait été effectué par une dérivation du Nil qui existe toujours et qui a gardé son nom antique Bar Youssouf, ou autrement dit le canal de Joseph. Cela confirme encore le récit biblique qui rapporte que Joseph, fils de Jacob, était arrivé en Égypte où il était devenu premier ministre de Pharaon. Plus de 4 siècles avant l'Exode, aux alentours de 1900 avant Jésus-Christ, soit effectivement à la période de la 12e dynastie, époque où les fous de l'antique cité d'El Laoun mentionnent l'arrivée d'esclaves, sachant que ce n'est que peu après la mort de Joseph que l'esclavage des Hébreux commença. Le récit de l'Exode ne tient donc pas du mythe, car nous disposons d'éléments historiques confortants. Je vous renvoie donc à vous renseigner sur Sir Flinders Petrie, qui est l'égyptologue responsable de ces découvertes. Il est vrai que le trajet de l'Exode, partant de l'Égypte à la Terre Promise, n'a pas laissé beaucoup de traces historiques. Mais un explorateur, Edward Henry Palmer, trouva en 1869, dans le Wadi Moura, au nord-est du Djebel Moussa, les restes d'un ancien campement de nomades, comprenant des enclos, des foyers et des tumulus qui ressemblaient à des tombes. Sur l'un des blocs rocheux était curieusement posée une pierre en forme de pyramide. Palmer associa ces restes de campement à l'épisode biblique des Cailles. Mais un fait plus intéressant vint renforcer sa conviction, car la tradition locale de l'endroit rapporte que les occupants de ce site étaient des pèlerins qui se rendaient à Ain Houdera, et qu'après cela ils se seraient perdus dans le désert. Ce qui correspond au récit biblique, car la suite de l'itinéraire de Moïse les emmenèrent effectivement à Ain Houdera, qui est appelé Hazéroth dans la Bible, et où la sœur de Moïse fut punie à cause de ses propos contre son frère. Aussi, en 1967, l'Hollandais Henk Franken trouva au nord de la Jordanie un texte fragmentaire inscrit à l'encre noire et rouge sur les débris du revêtement en plâtre d'un édifice daté du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le texte, rédigé en araméen, exprime les avertissements prophétiques d'un certain Balaam, fils de Béhor. Et justement, lorsque les Hébreux progressaient vers le Jourdain, intervint l'épisode biblique où le roi de Moab, Balak, demanda à un magicien chaldéen, nommé Balaam, de prononcer une malédiction contre Israël, ce qu'il ne fera pas étant favorable aux Hébreux. Tous ces éléments positifs qui s'agrègent ne font que crédibiliser le récit biblique. Revenons à la conquête de Canaan, épisode biblique célèbre qui a eu lieu 40 ans après l'Exode. Une étude récente a démontré que les villes de la période du bronze final, vers 1230-1220 avant Jésus-Christ, période du Ramsès II en question, n'étaient pas des villes fortifiées et qu'elles étaient petites, contrairement aux villes du bronze moyen, c'est-à-dire de la période précédente, qui correspond à la datation biblique de la conquête de Canaan, aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ. Ce constat est important, car les récits bibliques de la conquête de Canaan parlent de grandes villes fortifiées et difficiles à prendre. L'archéologie démontre que de nombreuses villes cananéennes fortifiées furent détruites durant cette période du bronze moyen. Quand on replace l'Exode et la conquête de Canaan aux époques avancées par la Bible, nous obtenons une forte corrélation avec l'archéologie. Mais si on la place à une époque plus récente, plus rien ne colle. Et cela est logique, parce que cette volonté de redater l'Exode ne se base que sur la mention du nom Pi-Ramsès dans la Genèse. Or, cette mention ne prouve en rien que les événements décrits se sont produits au temps de Ramsès II. Ensuite, la détermination de la fin de l'âge de bronze moyen à 1550 avant Jésus-Christ a créé la confusion, car elle suppose que les villes fortifiées étaient déjà détruites à la période biblique de la conquête de Canaan. La Bible indique
que cette conquête a eu lieu aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ. Cette fin de l'âge du bronze moyen est effectivement marquée par de vastes destructions et l'abandon d'importantes villes cananéennes. Cette réalité a été associée à la revanche des Égyptiens sur les Hyksos, qui avaient régné une centaine d'années sur l'Égypte entre 1700 avant Jésus-Christ et 1550 avant Jésus-Christ. En poursuivant les Hyksos, les Égyptiens auraient détruit les villes cananéennes. Mais bien des spécialistes mettent en doute cette version, car les Égyptiens, qui avaient tout juste repris le contrôle de leur pays, n'étaient pas en mesure de pouvoir supporter de tels sièges. Le manque de preuves d'attaque égyptienne pousse donc à trouver une autre explication. Et si donc les Égyptiens ne sont pas les responsables de ces destructions, il est vain de marquer la fin de l'âge du bronze moyen en 1550 avant Jésus-Christ. Ces destructions peuvent avoir eu lieu une centaine d'années plus tard, ce qui décalerait la fin de l'âge du bronze moyen et qui corroborerait l'hypothèse fortement probable selon laquelle ces destructions sont dues aux Israélites dans la période de 1400 avant Jésus-Christ. Mais si on attribue aux Égyptiens ces destructions, et qu'on estime donc que lorsque les Israélites sont arrivés par la suite, les villes étaient déjà détruites, et que les villes existantes n'étaient pas fortifiées, y étaient petites, alors oui, le récit biblique est discordant. C'est uniquement en replaçant les phases de l'âge du bronze aux bonnes époques et en situant les villes aux bons endroits qu'il y a concordance. Et même si certaines villes détruites n'ont pas été mentionnées dans la Bible, 1000 explications peuvent expliquer pourquoi. Seules 14 villes sont mentionnées dans la ville, alors que 40 ont été détruites pendant la transition de l'âge du bronze moyen au bronze final. Mais dans le livre de Josué au chapitre 12, on apprend que 31 rois ont été vaincus. C'est donc que des villes n'ont pas été mentionnées. Josué y cite des noms de rois dont aucun récit de bataille n'est fait. Ensuite, certains groupes cananéens ont pu rallier la cause des Israélites ou opérer des guerres intestines dans leurs propres intérêts, profitant du bouleversement de la zone. Et peut-être aussi les Égyptiens ont-ils pu mener quelques opérations. Mais toutefois, les détracteurs peuvent très bien insister en disant qu'il n'y a pas de preuve de la présence d'Israélites dans le bronze moyen, comme des objets spécifiques qui marqueraient une différence. Mais les Israélites s'étaient exilés d'Égypte en catastrophe, après une période d'esclavage et féroce, et ils avaient erré 40 ans dans le désert. Il est donc fort probable qu'ils aient durant les premiers temps utilisé des objets de la zone. Il y a bel et bien des traces de vie dans les grottes que peuplaient des groupes semi-nomades. Il n'est donc pas impossible que certaines d'entre elles aient accueilli des Israélites. Bien qu'aucune caméra n'ait pu filmer Moïse traversant la mer Rouge, l'archéologie, loin de démontrer une incohérence, est en harmonie avec le trajet des Hébreux qui les mena d'Égypte en terre promise. Il manque certes des éléments, et cela est normal si on prend en compte tous les paramètres et toutes les variables qui ont pu affecter cette zone. Nous continuerons toutefois à étudier d'autres points relatifs à l'Ancien Testament dans les prochaines vidéos.